Bonjour à tous. Donc Magali vient de vous expliquer notamment l'impact des turbidités sur les profils organoleptiques des vins. Et c'est donc avant tout pour ça qu'on clarifie les jus. L'idée étant effectivement d'avoir une turbidité qui va permettre ensuite d'atteindre un certain objectif produit. Donc dans le projet collaboratif qui vous est présenté là, nous avons conduit un certain nombre d'essais, soit au niveau du laboratoire, soit dans des caves qui ont accepté de nous accueillir, pour essayer d'améliorer l'optimisation de cette clarification en fonction des différents outils. Donc je ne vais pas vous faire une présentation exhaustive de tous les travaux réalisés, c'est plutôt une synthèse des principaux éléments que nous avons pu en retenir, synthèse qui d'un point de vue résultat est confortée souvent par ensuite la pratique de terrain des œnologues qui travaillent au sein de l'ICV. Pour comprendre ces facteurs qui vont permettre de mieux maîtriser la clarification, il est important de faire un peu de rappel scientifique d'une loi qui est essentielle, qui s'appelle la loi de Stokes, qui en fait est la loi qui régit la vitesse à laquelle des particules vont bouger dans un liquide. Cette vitesse de mouvement des particules est en fait fonction du diamètre des dites particules, bien entendu, mais aussi de l'écart qu'il y a entre la masse volumique de ces particules et la masse volumique du liquide, ce qui explique qu'en flottation, on met du gaz pour modifier la masse volumique des particules. Et enfin, et ça c'est très important, de la viscosité même du liquide. Donc notamment sur tout ce qui est clarification statique et flottation, cette loi de Stokes va être primordiale pour comprendre sur quel facteur on va pouvoir jouer pour améliorer la filtrabilité et la clarification. La viscosité est donc un facteur clé puisque la vitesse est inversement proportionnelle à cette viscosité. Plus la viscosité va être faible, plus la vitesse de migration des particules sera élevée, donc plus on aura de facilité à clarifier les jus. Or, cette viscosité diminue lorsque la température des jus augmente, donc on voit là que la température va pouvoir jouer un facteur important dans la clarification, et notamment quand on sort d'unités de chauffage de vendange, où on a parfois des températures moyennes à élever des jus, ça sera d'autant plus facile de clarifier au final que les jus n'auront pas trop refroidi. Alors il y a une plage de température qui est l'ordre de 35-40 degrés, qui est la plage entre guillemets optimale par rapport à l'aspect clarification. Au-delà de cette température, il faut être vigilant au fait que si on a des départs, si les températures élevées favorisent des départs en fermentation spontanée, on va au contraire rendre la clarification plus difficile. Donc le facteur température est un facteur sur lequel on peut jouer pour aider à améliorer les performances de clarification, notamment sur des techniques telles que par exemple la flottation. Ensuite, pour diminuer cette viscosité, il y a un autre facteur sur lequel on peut jouer, qui est de diminuer la teneur en colloïdes de la phase liquide. Alors les colloïdes, c'est une grande famille de molécules. Il y a une colloïde que tout le monde connaît, c'est les pectines. Or, il faut savoir que dans les schémas de chauffage de vendange, on a une destruction très rapide, une dégradation très rapide et une inactivation très rapide des enzymes qui sont naturellement présentes sur le raisin, enzymes de dépectinisation notamment, qui dans des process de vinification beaucoup plus classiques sans chauffage de vendange peuvent conduire à la dénaturation des pectines du jus. Donc, il va être important dans le cadre de ces types de schémas de vinification de remplacer les pectines naturelles du présent par des pectines exogènes. D'où l'impact des enzymes. Donc Magali a présenté déjà quelques résultats que moi je vais enrichir ici avec d'autres données. Donc sur le graphique en haut à gauche, on a une série de comparaisons entre les turbidités obtenues en filtre rotatif sous vide dans une situation où le jus a été au préalablement enzymé, c'est les bâtons qui sont en bleu, en comparaison au même jus qui n'a pas été enzymé. Donc là, on voit que systématiquement, on a de gros écarts sur les turbidités qui peuvent aller de quasiment 800 points de turbidité, pas tout à fait, peut-être 600 points d'écart de turbidité entre le non-enzymé et l'enzymé. Je ne rajoute pas dessus les valeurs de débit de filtration ou de, entre guillemets, durabilité des filtres, mais dans les caves, en pratique, les gens qui ont mis en place ces enzymages
valide un gain important aussi en termes de rythme de travail et d'organisation grâce à l'enzymage, en plus de l'impact sur la turbidité. On a travaillé sur l'impact de cet enzymage dans des situations en statique, alors qui sont certes peu utilisées quand on traite des jus issus de chauffage de vendange, mais ça nous a permis de mettre en évidence un certain nombre de phénomènes. Et notamment, donc c'est le graphique du bas, on peut voir que le fait d'enzymer, ça va permettre d'atteindre des turbidités basses que l'on n'aurait jamais pu atteindre sans enzymer, ce qui valide bien la dénaturation des pectines de raisin. Ce que l'on peut voir aussi, si on regarde la courbe en orange ici, qui a été un enzymage avec une dose X, et ben au bout de à peu près 4 heures de contact, on a atteint la turbidité qu'il faut 24 heures, pour lequel 24 heures sont nécessaires en situation non enzymée. Donc on a un gain de temps et une accélération des phénomènes de clarification. Le fait d'augmenter la dose, en général, ne modifie pas la turbidité basse que l'on va être capable d'atteindre, mais par contre va améliorer les conditions d'obtention de cette turbidité, puisqu'en fait, en 2 heures, on a obtenu ce seuil bas contre plus de 4 heures sur une simple dose. Alors, utiliser des enzymes exogènes au raisin, c'est très bien et c'est efficace, sous réserve que on respecte un certain nombre de précautions pour optimiser leur efficacité. Alors, premier niveau de précaution, c'est la température. Vous avez ici quelques chiffres qui sont en fait indicatifs du temps nécessaire en fonction de la température pour avoir une dépectinisation des jus. Ces chiffres varient évidemment en fonction de la richesse en pectine du jus, de la concentration et de la nature de la préparation enzymatique utilisée, ainsi que de la dose mise en œuvre. Mais ce qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est que de façon générale, l'activité des enzymes augmente lorsque la température augmente, jusqu'à un certain seuil, qui est 45-50 degrés. Au-delà de ce seuil, on a une dénaturation des préparations enzymatiques qui fait qu'on va annuler leur effet. Ce qui veut dire que, et c'est très important, au niveau des sites industriels de vinification, dans l'itinéraire technique, il faut sélectionner, il faut bien connaître sa chaîne de vinification, il faut connaître les températures aux différentes étapes, les temps de stabulation pour une température donnée, avant évidemment les étapes préfermentaires, de façon à ajouter les enzymes à un moment où elles auront le temps d'agir en fonction de la température de la matrice. Certaines structures ont la possibilité, par exemple lorsqu'ils travaillent en flash détente, d'intégrer ces enzymes en sortie de flash détente à une température qui donc est acceptable vis-à-vis des enzymes, avec une cuve tampon entre la flash et le pressoir, ce qui leur permet ensuite, en sortie de pressoir, d'avoir une clarification efficace. D'autres unités vont préférer, parce que leur schéma industriel le permet, enzymer entre le pressoir et l'outil de clarification. D'autres unités seront obligées d'enzymer sur le raisin avant de rentrer dans les unités de chauffage, parce qu'ensuite, au regard de l'organisation de la chaîne, il n'est pas possible d'avoir un temps de contact et une température de contact suffisant pour assurer l'efficacité des enzymes. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très important si on veut être sûr que ces enzymes, ce n'est pas de l'argent mis à la poubelle, de s'assurer des conditions d'emploi. Alors, concernant la clarification par flottation notamment, quelques exemples de résultats et un titre volontairement un peu provocateur qui est « Nécessité d'un opérateur expérimenté ». Parce que l'outil de clarification par flottation continue, je pense au départ, au moment de sa mise en place, était vu comme quelque chose de facile à utiliser. Le jus rentre d'un côté, il sort clarifié de l'autre, on travaille en continu, avec effectivement des débits annoncés par les constructeurs qui peuvent aller à 250, 300 hectolitres/heure. Or, en pratique, on s'est rendu compte que si on fait des mesures de turbidité en sortie de ces outils de flottation, eh bien, on a des valeurs de turbidité qui sont très variables et qui ne sont pas toujours cohérentes avec les objectifs qu'on s'est fixés initialement et donc avec le type de vin que l'on souhaite obtenir à la sortie. Un certain nombre de facteurs sont donc importants dans le pilotage de la flottation, notamment la gestion des gaz, les pressions, les débits de gaz, mais aussi les débits des jus. Vous avez en haut à droite un graphique qui montre les résultats obtenus sur une unité de flotation où on a fait augmenter graduellement les débits de travail des jus. Et en fait, on voit très clairement que jusqu'à 170 hectolitres/heure,
on est sur des turbidités en sortie de flotation qui sont inférieures à 700, et qu'au-delà de ces valeurs-là, on est sur des turbidités qui plafonnent à 1000 ici, parce qu'en fait, le turbidimètre portable qu'on avait, au-delà de 1000, ne donne pas de valeur fiable. Mais ça indique donc que travailler au débit qui était indiqué initialement, et qui en général ont été indiqués pour des blancs et des rosés au départ. Donc travailler à ces débits-là, supérieurs à 200 hectolitres/heure sur des rouges, il faut être vigilant que ça va vraiment permettre de conduire au niveau de turbidité qu'on souhaite. Et donc il faut adapter ces débits de travail aux turbidités espérées. Et c'est une contrainte puisqu'on sait très bien que sur les unités de thermovinification, en général, c'est des schémas industriels qui, comme le disait Jean-Michel, sont choisis parce que ça permet de travailler en continu avec des gros débits. Un autre facteur important en termes de maîtrise de la flottation en continu, c'est la dose des intrants. Alors on a entendu beaucoup de choses au départ sur les intrants nécessaires. Deux petits résultats que je peux vous présenter ici, c'est la dose de gélatine qui effectivement est quasiment systématiquement utilisée. On a pu voir qu'à dose croissante de gélatine, entre 2 et 5 grammes hecto, on arrivait à effectivement diminuer le niveau de turbidité obtenu en sortie de flottation. Par contre, au-delà de 5 grammes hecto, on n'a pas de gain sur la turbidité obtenue. Et donc une augmentation des doses, c'est un petit peu de l'argent jeté par les fenêtres. Bon, après, c'est peut-être fonction aussi des matières premières, c'est un peu ajusté et à piloter au cas par cas, mais il faut être vigilant par rapport à ça. Sur la bentonite, alors certains préconisent l'utilisation de bentonite comme adjuvant sur les flottations. Nous, tous les essais qu'on a pu suivre et voir ont montré qu'en fait, l'utilisation de bentonite ne permettait pas un gain de turbidité en sortie de flottation. Vous avez en bas à droite le graphique où vous avez les niveaux de turbidité, donc tout ça a été obtenu sur la même unité de flottation, bien sûr. Sans bentonite, on est sur des turbidités qui tournent autour de 700 points de turbidité. Et avec la bentonite, on a éclaté notre seuil de détection, on était supérieur à 1100 turbidités, donc pas de gain net et évident sur les matrices de thermovinification en termes de clarification avec les bentonites. Quelques points qu'on a pu identifier comme étant des petites choses qui sont faciles à contrôler par l'opérateur lorsqu'il travaille en flottation continue. C'est notamment ce qui se passe en haut de la piscine, l'allure des bourbes. Donc là, on voit très bien à gauche un système où finalement les bourbes sont mal récupérées par les systèmes d'élimination, il y a des turbulences et donc la clarification se fait mal. Effectivement, si on suit les turbidités derrière, on est sur des turbidités supérieures à 900. Et à droite, une situation où par contre l'élimination du gâteau est beaucoup plus régulière et efficace et on est sur des turbidités qui étaient de l'ordre de 400 à 500 NTU ici dans cette situation-là. Donc ça, c'est quelque chose qui pour l'opérateur est visuellement assez facile à contrôler. Un autre point de contrôle aussi, c'est l'allure de cette espèce de gâteau là, qui se forme en haut de la piscine, où on voit à gauche une situation avec un chapeau, un gâteau très épais, qui va être difficile à éliminer, qui correspondra à des turbidités fortes, et à droite, par contre, une situation qui est beaucoup plus conforme à ce qu'on espère quand on cherche à clarifier en rouge de thermo. Alors, quelques informations sur d'autres outils. La centrifugeuse à assiette, dont parlait Jean-Michel tout à l'heure. Donc, nous avons fait une série d'essais sur des cabernets ou sur des merlots issus soit de thermodétente, soit de macération préfermentaire à chaud. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, vous avez ici sur ce graphique en rouge la température de consigne, parce qu'un des gros intérêts pour les vinificateurs des centrifugeuses, c'est qu'on annonce qu'il serait possible de piloter la turbidité grâce à une température de consigne. Les chasses étant programmées en fonction pas de la température, de la turbidité de consigne. Les chasses sont donc programmées avec un turbidimètre en ligne en fonction de la turbidité et on est censé donc demander à avoir 400 en sortie ou avoir 800 en sortie. Donc là, vous avez en rouge différentes turbidités de consigne que l'on avait imposées au système et en bleu les turbidités qu'on a effectivement mesurées. Donc ce que l'on a pu voir, c'est qu'au final, c'était difficile de vraiment piloter la turbidité. On est sur des niveaux de turbidité qui sont relativement, on va dire, qui sont moyens. On est sur des turbidités qui sont comprises entre 400 et 500 points de turbidité. Mais il semble que le pilotage ne soit pas aussi simple que ce qu'on pouvait espérer initialement.
On a pu voir aussi par ailleurs qu'on avait un peu de prise d'oxygène dissous sur cet outil. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles il faut être vigilant. Il faut aussi avoir à l'esprit que pour atteindre ces niveaux de turbidité en sortie de centrifugeuse, il a été obligé d'installer ce qu'on appelle un hydrocyclone en entrée de la centrifugeuse pour que les turbidités des jus qui rentrent dans la centrifugeuse soient de l'ordre de 1700 NTU. Sinon, il n'y avait pas de garantie de pouvoir atteindre les niveaux de turbidité qui figurent ici. Donc, c'est peut-être un outil prometteur, mais sur lequel il y a encore du travail à faire en termes de maîtrise. Alors, je pense que c'est un rappel, mais c'est important de le faire sur ce qu'on appelle les règles d'or de la filtration sous vide. Donc, autant sur la flottation en continu, c'est peut-être nouveau de dire qu'il faut avoir un opérateur qui soit qualifié, qui ait l'habitude d'utiliser cet outil. Pour le filtre rotatif, ce n'est pas une nouveauté, je pense que tout le monde en est convaincu. L'importance de la dépectinisation est à rappeler pour cet outil-là aussi. La nécessité de maîtriser les départs éventuels en fermentation alcoolique et les contaminations microbiennes, puisque dans un certain nombre de situations qu'on a suivies où les turbidités en sortie de filtre n'étaient pas conformes, les observations qu'on a réalisées nous ont montré qu'en fait, souvent, c'était lié à un départ en fermentation alcoolique, souvent dans des systèmes de MPC, par exemple. On pouvait avoir des départs en fermentation alcoolique qui faisaient qu'on n'arrivait plus à clarifier correctement les jus. Évidemment, lorsqu'on va commencer à pomper les jus, il ne faut pas commencer à pomper dans le fond de cuve aussi, il y a un peu des bourbes qui se sont déposées, mais il faut commencer à pomper dans les parties les plus claires pour finir par les parties les plus bourbeuses. Le savoir-faire est donc essentiel avec un respect de ces règles de bonne conduite, sachant que ces règles, c'est vraiment pour le filtreur de l'expérience qui vont lui permettre de prendre en compte le filtre lui-même, la gestion des terres, le tambour, suivre l'avancement de la lame, mais aussi les matières premières, ses caractéristiques, sa température, et piloter aussi les adjuvants utilisés. Je vous remercie de votre attention.